Donc je suis Romain Baucher, un des cofondateurs de Vraiment Vraiment, une agence de design des politiques publiques basée à Paris et à Bruxelles. Et Chloé et l'équipe de la MEL m'ont proposé d'animer cette table ronde consacrée à la citoyenneté, au futur de la citoyenneté, et dans le cadre de Lille, capitale mondiale du design. Donc évidemment, on parlera aussi beaucoup de ça. Avant de présenter les trois intervenants, quelques mots d'introduction. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que la citoyenneté est un champ en tension où les paradoxes ne manquent pas en ce moment. Évidemment, la croissance de l'abstention aux élections, puisque le vote est une des formes d'exercice de la citoyenneté les plus traditionnelles, en tout cas pour l'époque récente. L'abstention va croissante. Les corps intermédiaires, syndicats, associations, qui sont aussi des lieux où la citoyenneté s'exerce, sont plutôt en crise. Il y a de plus en plus de dispositifs de consultation institutionnalisés, mais qui sont souvent assez vides de sens, pas forcément respectés. On pense au référendum à l'initiative de l'État sur Notre-Dame-des-Landes récemment, ou encore plus proche de nous, les décisions de la Convention citoyenne qui sont quelque peu malmenées, et ces dispositifs de consultation sont même parfois menacés directement par la loi, puisque dans le cadre d'une loi appelée loi ASAP, en cours de discussion à l'Assemblée nationale, il y a eu une tentative de réduire uniquement à une partie numérique la consultation dans le cadre de certains projets d'installation classés. Et puis il y a des formes qui semblent déjà vieilles d'exercice de la citoyenneté, le grand débat il y a quelques mois, les plateformes numériques, dont on a un peu l'impression que la principale vertu, c'est de permettre aux organisateurs de dire sur le moment qu'ils écoutent, qu'ils ouvrent, qu'ils consultent, mais dont on peine à voir ex post ce que ça a créé ou ce que ça a permis. Et en même temps, il y a quand même un appétit, l'irruption sur la scène politique de personnes ou de groupes réputés assez éloignés de ces enjeux-là. On pense évidemment aux Gilets jaunes, et on peut dire que ces derniers jours, a fortiori, il y a des questionnements assez intenses sur notre commun politique. Et la citoyenneté me paraît résonner assez fortement avec cette question du commun politique. En fait, on peut faire l'hypothèse d'une métamorphose en cours de la citoyenneté. Ses contours, ses formes, ses usages se transforment. Et voilà qui tombe bien, puisque ça en fait aussi une question de design, et donc qui a toute sa place dans le cadre de ce cycle et de Lille, capitale mondiale du design. C'est donc ce qui va nous occuper dans les 2 heures qui viennent. Quelle forme imaginer et construire pour le futur de la citoyenneté? Et moi, enfin, à titre personnel, c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est qu'on pousse un peu la réflexion sur le futur, pas seulement sur les formes actuelles, que ce soit pour les critiquer ou les encenser, mais comment est-ce que demain on pourra mieux exercer individuellement et peut-être collectivement, on en parlera, notre citoyenneté. Pour en parler, 3 intervenants que je présente maintenant. Vanessa Bisnia-Veil, vous avez publié en février Les nouveaux pouvoirs d'agir au Seuil, dans la collection La République des idées. Et dans ce livre, vous défendez que l'invention et la garantie de nouveaux pouvoirs d'agir dans 5 champs, le travail, la consommation, les liens intimes, la connaissance et la citoyenneté, sont indispensables pour renouer avec la promesse d'émancipation et de liberté des individus. Par ailleurs, vous travaillez aujourd'hui et depuis 2009 au sein de France Stratégie, qui est le service de prospective du Premier ministre, et vous y êtes experte des politiques éducatives et sociales. François Gégou est designer, fondateur de Strategic Design Scénario, un laboratoire de recherche sur l'innovation sociale, la transformation des politiques publiques et les transitions vers des modes de vie durables. François vient de publier, et il nous en parlera, dans le cadre de Lille, capitale mondiale du design, un manifeste concret qui s'appelle Design haute qualité démocratique, et nous y reviendrons. Par ailleurs, François, tu coordonnes des réseaux de villes européennes dans le cadre d'Urbact, et tu interviens comme partenaire de différents projets de recherche européens dans le cadre de H2020. Enfin, Clémence Penn. Clémence, tu es en charge des projets innovants au sein de la direction interministérielle de la transformation publique, DITP. J'essaierai de penser systématiquement à déployer les acronymes, et tu pilotes là-bas la future stratégie de la France dans le cadre du partenariat pour un gouvernement ouvert, Open Gov Partnership en anglais. Tu as beaucoup réfléchi aux nouvelles formes de mobilisation et d'activisme en ligne, que ce soit en France ou aux États-Unis. Tu as travaillé à la mairie de Paris comme conseillère de la maire en charge de l'innovation civique, et puis comme responsable de l'innovation interne. Et c'est à ce titre que tu as notamment contribué au lancement du budget participatif de la ville de Paris. Voilà, je vous pourrais compléter si j'ai oublié des points importants de votre biographie, et excusez-moi pour ça. Alors pour commencer, et pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je voudrais vous demander à chacune et à chacun
pour vous, quelle forme prendra la citoyenneté du futur et quelles frontières il faut repousser? Quel terrain concret il faut explorer aujourd'hui pour passer à la citoyenneté du futur? Est-ce qu'en quelques minutes, chacune et chacun, vous pouvez répondre à cette question? Vanessa, je veux bien que vous commenciez. Alors, pour répondre à cette question, je voudrais repartir du paradoxe énoncé au début, à savoir que d'une certaine manière, plus on délibère, plus on fait de la démocratie participative et plus on est frustré. Et je voudrais mettre l'accent sur le fait que c'est pas simplement de la mauvaise foi, ou voilà, on peut en discuter, ou des problèmes de mise en œuvre effective ou de tromperie. Non, c'est qu'à mon avis, il y a deux manques qui dessinent en creux ce que pourrait être justement une citoyenneté du futur enrichie. Et ces deux manques, c'est ce que j'appellerais le manque du pouvoir de partage du pouvoir administratif et de partage du pouvoir financier. Alors, juste pour expliciter, je vais commencer par le partage du pouvoir financier qui est le plus simple. Prenons l'exemple de la consultation de la Convention citoyenne, par exemple. Bon, dans ce genre de délibération, on arrive à des propositions. Ces propositions, parfois, elles ont un coût. Dans le meilleur des cas, on va les budgéter. Mais budgéter, ça n'a rien à voir avec tenir un raisonnement de type de stratégie d'arbitrage financier. Or, ces arbitrages financiers, dans toute politique publique qui se respecte, ça doit exister, ça se met en place. Et donc, si ça ne se met pas en place au moment de la convention, de la délibération, ça se mettra ex post, après coup. Et c'est ce qui explique qu'il y a des choses qui se passent, je dirais, par derrière, mais parce que finalement, ça n'a pas été intégré dans ce raisonnement. Donc, par exemple, si on reste sur la convention citoyenne, ça voudrait dire être en capacité d'arbitrer entre différentes solutions en explicitant le nombre de tonnes de carbone évitées à l'euro dépensé, par exemple, pour une même fonctionnalité. On voit que ce n'est pas des choses qui ont été mises en place, par exemple, là, pour comparer un certain nombre d'arsenals de mesures. Mais ça, c'est simplement un premier niveau. Il y a aussi un deuxième niveau, peut-être encore plus important, qui est qu'à un moment donné, on arbitre des grandes masses d'argent public qui vont sur des dépenses, et que c'est d'ailleurs là, à mon avis, que se pose réellement la question du croisement des questions sociales et environnementales. L'argent qu'on va mettre, par exemple, sur les propositions des conventions citoyennes, est-ce que ça veut dire qu'on ne l'aura pas pour, je ne sais pas moi, pour étendre l'assurance chômage ou des choses comme ça? Et ces grands arbitrages-là, c'est pareil, il faut qu'ils s'établissent, et les citoyens pourraient être davantage associés, par exemple, au vote du budget parlementaire chaque année, ou alors des choses un peu plus solennelles en début de quinquennat. Enfin, on peut imaginer des choses. Donc ça, c'est le premier point. L'autre point, ce que j'appelle le partage du pouvoir administratif, là encore, quand on regarde les débouchés de la Convention citoyenne, mais on pourrait en prendre plein d'autres, très souvent, on pense ça dans un débouché de type législatif. Et de type législatif, ça veut dire finalement qu'on est en complément, voire en concurrence en quelque sorte avec la représentation nationale, le Parlement, etc. Mais la politique publique, c'est pas que ça, bien sûr. C'est aussi l'exécution, la mise en œuvre de projets, que j'appelle le pouvoir administratif, mais on pourrait aller plus loin. Et à mon avis, il y a quelque chose qui se joue là, surtout à une époque où finalement, on n'arrête pas d'entendre résonner une crainte d'impuissance collective face à un certain nombre d'enjeux. Voilà les deux développements que j'imagine. Merci. Effectivement, souvent la citoyenneté est associée à la décision, soit à l'élection, soit à la décision. En tout cas, les dispositifs de participation citoyenne sont souvent liés à la délibération, à la décision, et rarement à la question de l'action et du pouvoir administratif. Merci beaucoup. Est-ce que François, tu peux répondre aussi à cette question? Oui, tout à fait. Alors, moi, je vais être le designer de service et donc je vais me placer proche des gens. Ce que je constate à travailler depuis une dizaine d'années sur l'innovation sociale, je trouve qu'elle vient bouleverser, renouveler cette vision traditionnelle de la participation citoyenne, de la démocratie participative. J'avais envie de dire peut-être presque romantique de cet idéal de la participation, au moins sur deux points fondamentaux. Pour moi, d'abord parce que on dépasse le partage de la décision pour constater sur le terrain ce qu'on pourrait appeler une citoyenneté active, mais active, je dirais presque plus loin que Vanessa, je pense, dans la coproduction de l'action publique, c'est-à-dire de partie prenante. Je veux devenir une partie faisante. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir que la terminologie de shareholders qui a donné stakeholders, partie prenante, je pense que les citoyens sont plutôt sur des city makers. Ils veulent être des coproducteurs de la ville, de leur vie de tous les jours. Alors en conséquence,
Je pense que ça nous induit pour le futur à repenser qu'est-ce que c'est que l'équité de la participation. L'équité de la participation, elle était calquée sur la démocratie représentative, c'est-à-dire tout le monde a une voix et doit pouvoir se faire entendre. Alors certes, c'est très important, bien entendu, je ne nie pas ça, mais je pense que ça devient beaucoup plus subtil quand, au fond, tout le monde a un engagement et doit pouvoir l'exercer, cet engagement. Et cet engagement, il n'est pas le même que celui du voisin. Et donc, il s'agit de préserver une équité des engagements multiples. Et ça demande certainement à être un petit peu mûrement réfléchi. Hein. Je suis bien conscient que c'est une question, plutôt que simplement avoir cette vision un peu classique de l'équité, même goût pour tout le monde et partout. Et alors, ça suppose, bien entendu, des interrogations fortes et des changements forts dans les pouvoirs publics. J'avais envie de citer, dans notre préparation, j'avais cité Else Lecomte, qui était la directrice de la participation à la ville de Gand, qui est une des villes qui a été souvent citée pour ses actifs en termes, ses réussites en termes de participation. Et Else disait, en fait, la participation, la vraie participation, c'est pas quand les citoyens s'intéressent à ce que fait la ville, c'est le contraire, c'est quand la ville s'intéresse à ce que font les citoyens. Et donc, face à une réduction des moyens financiers, des pouvoirs publics qui se sentent paralysés, qui étaient dans le command and control, et puis qui doivent réinventer leur manière d'être, je dirais, encore une fois, en citant Gand, ils doivent devenir des brokers entre les parties prenantes. Ils doivent, en Nord-Pas-de-Calais, la région était un grand processus qui s'appelait la transformation écologique et sociale de la région, qui parlait de l'acteur public comme réarrangeur des parties prenantes. Et je pense que c'est vraiment là que se situe une grande partie. Encore une fois, dernière citation de nos voisins hollandais, la capacité des pouvoirs publics à lâcher prise, c'est-à-dire à savoir ne pas se précipiter sur le problème, savoir écouter toutes les parties prenantes, ce qui ne veut pas dire, bien entendu, n'entendez pas ce que je ne dis pas, il ne s'agit pas de se débarrasser du problème sur les épaules des citoyens, comme l'a très bien fait notre ami David Cameron, par exemple. C'est intéressant cette question du réarrangement entre les parties prenantes. Est-ce que ça intègre déjà dans les témoignages que tu as et les personnes que tu cites la question du non-humain, c'est-à-dire il y a aussi cette idée qu'à un moment T, et a fortiori aujourd'hui, ce qu'il est souhaitable de faire n'est pas tout à fait égal à la somme des intérêts des parties prenantes, parce qu'il y a l'environnement aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui est traité là, dans les cas que tu cites ? Alors oui, c'est pas sur le terme réarrangement, c'est plutôt sur ce qu'on entend par partie prenante, avec cet élargissement au non-humain dans les parties prenantes, avec toutes les difficultés que ça représente. Je pense qu'on est encore assez mal à l'aise pour le moment, on n'a pas énormément d'exemples là-dessus, mais le fait de les faire exister, de les faire se représenter à la table de discussion, de leur donner une certaine visibilité est déjà une grande chose, parce que on a tendance, encore une fois, j'avais dit que je ne citerais plus nos amis hollandais, la petite ville d'Amersfoort a institué une manière, je trouve, assez intéressante de fonctionner. Ça s'appelle un project startup, c'est-à-dire que quand on commence un projet, il faut que tout le monde soit autour de la table. Ça paraît évident, hein. Mais c'est c'est opposable à sa hiérarchie, c'est-à-dire chef, monsieur le maire, on ne peut pas commencer la réunion parce qu'il n'y a pas tout le monde autour de la table. Et j'entends par là qu'il pourrait y avoir les poissons et les arbres aussi. Merci François. Avant de passer la parole à Clémence, Vanessa, je crois que vous vouliez réagir. Juste un point sur le fait que ça irait peut-être plus loin. Sur l'aspect d'être faisant, c'est exactement la question du pouvoir d'agir, mais j'y reviendrai tout à l'heure, où j'aurais pu rajouter, au fond, c'est le fait de la créativité productrice pour plus de gens, créativité productrice dans la mise en œuvre des politiques publiques. C'est ça que je visais par le deuxième pouvoir que j'ai résumé comme pouvoir administratif et d'exécution. Oui. Je crois que vous êtes assez raccord là-dessus. Clémence, à toi ?
Oui, alors d'abord, je voudrais m'excuser parce que ma connexion marche assez mal et du coup, je suis obligée de couper l'image. J'espère que vous m'entendez bien malgré tout. Alors, moi, ce qu'ont dit Vanessa et François m'inspire sur plusieurs aspects. Il y a d'une part, effectivement, la question sur les nouveaux terrains, la question des sujets et des compétences qui ont longtemps été cantonnés sur des sujets de Commission nationale du débat public et des questions d'urbanisme. Et on voit avec le grand débat que les citoyens n'ont pas du tout apprécié que le gouvernement décide à leur place de quelles thématiques ils étaient autorisés à discuter. Et ça, je trouve ça intéressant de la façon dont ça a débouché sur la Convention citoyenne pour le climat et la rencontre entre justice sociale et justice climatique. Donc, je pense qu'il y a un premier sujet qui est que c'est pas forcément à l'autorité de décider de ces terrains de discussion des citoyens, mais que c'est aussi aux citoyens de co-construire l'agenda de la participation, ce qui n'est jamais le cas jusqu'à maintenant. D'autre part, ce que vous dites tous les deux sur le faire et l'engagement des citoyens dans les projets, ça me rappelle évidemment le concept du budget participatif, qui est, je pense, enfin pour lequel je pense le succès est extrêmement lié justement à l'engagement dans des réalisations très concrètes, où les citoyens peuvent pas seulement donner des idées, des opinions, mais aussi proposer vraiment des projets, investir de l'argent, les voir sortir de terre, etc. Pour autant, du coup, moi, la question que je pose, c'est est-ce que c'est possible de développer ce type de projet à l'échelle nationale? Et donc, ma seconde question de quel terrain, c'est quelle échelle? On voit, je crois que c'est un constat assez partagé de constater que la participation citoyenne, elle s'exprime beaucoup mieux au niveau local. En ce moment, les villes et en particulier les métropoles, et pas seulement en France, mais les métropoles du monde entier sont beaucoup plus créatives que les gouvernements pour déployer des dispositifs de participation citoyenne. À quel moment est-ce qu'on arrive à articuler ces différentes échelles pour piloter nationalement, voire internationalement, hein? On pourrait aussi imaginer qu'il puisse y avoir des concertations portées par plusieurs métropoles européennes sur des sujets comme le climat, la lutte contre la pollution. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait pour s'organiser pour porter ce genre de dispositif? Et puis est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que finalement c'est réaliste d'imaginer un budget participatif national? Est-ce que c'est pas plus intéressant de toute façon de décentraliser un maximum tous les sujets et donc y compris celui de la citoyenneté? Merci beaucoup. Alors, je mets un petit résumé de cette première question qui lance la discussion. Donc, pour Vanessa, le futur, c'est vraiment le pouvoir financier et le pouvoir administratif. Ce que François a appelé passer de partie prenante à partie faisante, et comment est-ce que les acteurs publics du coup réinventent leur posture pour s'intéresser, mais rendre possible, enrichir, arranger les engagements multiples des habitants et des citoyens. Et puis, du côté de Clémence, comment est-ce qu'on invente des dispositifs de participation citoyenne plus libres? Ça rejoint le lâcher-prise, je sais plus si c'est François ou Vanessa qui en parlait. Plus libre, c'est-à-dire qu'on cadre pas nécessairement, quand on est acteur public, les thématiques, parce qu'en fait, les thématiques sont elles-mêmes un objet politique sur lequel exercer sa citoyenneté. Et puis la question des échelles, qui me paraît très importante. Est-ce qu'il faut et comment monter en échelle les dispositifs innovants qui sont aujourd'hui beaucoup le propre des métropoles. Merci beaucoup à vous trois pour ce premier tour. Alors, encore une fois, on est dans le cadre de Lille, capitale mondiale du design, et du coup, ça me paraît très intéressant maintenant, François, que tu nous dises en fait ce que vient faire le design là-dedans, parce que ça va pas de soi du tout. La participation citoyenne, la citoyenneté, c'est un sujet de sciences politiques, c'est un sujet de politique, éventuellement un sujet d'administration, mais c'est aussi un sujet de design, et ça m'intéresse de savoir ce que tu as à en dire en tant que designer qui en plus arpente ces terrains-là depuis longtemps. Merci Romain. Oui, alors qu'est-ce que le design vient faire dans tout ça? Je vais essayer de vous donner quelques exemples, et comme le design a une des caractéristiques, c'est de mettre en visibilité les choses, je vais essayer de vous donner quelques exemples très, très rapidement
sur cette question. Alors, je pense que je dois pouvoir passer les slides, voilà. Donc, je voudrais juste élargir cette notion de démocratie. On a beaucoup parlé de cette démocratie au sens de comment on gouverne, comment se fait la gouvernance de nos différentes échelles de gouvernance. Je voudrais plutôt me référer à la démocratie telle que la définissait John Dewey, par exemple. Donc, cette vision élargie, est-ce que notre quotidien induit des comportements démocratiques? Et là, je me place dans une attitude de design, je me place dans ce que on appelle en anglais l'affordance, c'est-à-dire qu'est-ce que l'environnement matériel induit comme comportement, l'environnement matériel, l'environnement serviciel, qu'est-ce qu'il induit comme comportement. Et donc pour ça, je passe vite, mais je vais vous montrer un certain nombre de guidelines. Hein. Excusez-moi pour ce franglais, hein, c'est un peu une maladie du monde du design qui est née outre-Atlantique et qui est polluée par beaucoup de termes anglo-saxons. Je vais passer rapidement dessus et surtout vous donner des exemples. Alors, ces guidelines, c'est ce que l'on fait pour les designers, pour que ces designers intègrent un petit peu plus cette question de comment l'environnement serviciel et matériel induit ou non de la démocratie, l'active ou l'appauvrit. Alors bien entendu, de la démocratie, c'est d'abord de la conversation, et pour faire de la conversation, il faut activer au mieux cette conversation, donc penser les produits et les services de manière à ce qu'ils suscitent des échanges, pas à ce qu'ils réduisent les échanges, pas à ce qu'ils les accélèrent, donc et que ces échanges soient des échanges, on est en France, on aime bien parler, après on a un peu du mal de passer de parler à agir, et donc que ça orienté vers l'action. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier de Pumpy Pump, qui est une groupe de graphistes suisses qui vous propose de vous envoyer par la poste des petits autocollants à mettre sur votre boîte aux lettres, avec là-dessus tout ce que vous êtes susceptible de prêter et d'échanger avec vos voisins, votre perceuse, vos électroménagers, etc. Alors vous allez me dire, c'est bien, c'est très peu efficace parce qu'il faut que j'aille regarder la boîte aux lettres, etc. Alors qu'une belle application, ça serait tellement... Ben oui. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que ici, je vais aller frapper chez mon chez mon voisin, je vais aller l'écouter, je vais aller discuter, je vais m'arrêter sur le palier. Enfin bon, j'ai pas besoin de faire d'explications. Je passe au deuxième. Faciliter le vivre ensemble, ce fameux vivre ensemble que tout le monde, ou quasiment tout le monde sur la scène politique appelle, il faut des lieux du vivre ensemble, il faut des lieux dans lesquels on facilite le croisement, le partage, la coopération, et qu'on multiplie les occasions de vivre ensemble. Alors bien entendu, un espace partagé, hein, vous savez, les espaces dans lesquels il n'y a pas de rue, il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de... Tout le monde partage le même espace et donc doit faire attention à l'autre. Ce qui, entre autres, est souvent cité, l'expérimentation dans les pays scandinaves, bien entendu en Allemagne, un ralentissement volontaire de la circulation automobile, hein, et non pas tarifé et contrôlé par de l'électronique. Des petites choses que vous avez peut-être notées, les idées TGV avaient installé parmi les premiers des espaces zen où l'on peut travailler et dormir, et des espaces zap où il y avait même au début des clowns qui venaient amuser les enfants, donc faire non seulement le bruit que les enfants font, mais encore plus de bruit pour que ça soit vraiment la fête dans le train. Et on voit bien ici qu'on installe un espèce de vivre ensemble. Alors c'est un vivre ensemble et un peu séparé pour faire en sorte que les voyageurs compatibles soient tous ensemble et créent de la convivialité. Je ne sais pas si vous avez eu la curiosité d'aller dans la page Civility de Wikipédia. Wikipédia qui était donc la première encyclopédie contributive. Eh bien, il fallait inventer les usages de ces encyclopédies. Et bien entendu, quand quelqu'un met une bêtise sur Wikipédia, il y a quelqu'un qui la corrige, je dirais, très rapidement derrière. Et quand vous allez regarder ces pages de civilité, il y a des choses très intéressantes, c'est-à-dire la présomption de bonne foi, ou alors ne mordez pas les nouveaux arrivants, c'est-à-dire que voilà, on peut faire des erreurs, on doit comprendre comment ça fonctionne, il faut une certaine tolérance pour se vivre ensemble. Et je trouve que c'est intéressant parce que même dans quelque chose comme Wikipédia, on trouve cette question
dans le design de la plateforme. Excuse-moi François, je t'interromps, il y a quelqu'un qui tape sur son clavier sans avoir coupé le son. Un peu de parasite. Merci Romain. Alors, promouvoir l'équité. Alors, l'équité, c'est-à-dire pas forcément, comme je disais tout à l'heure, l'égalité ou le même goût partout, le faire de manière à ce que les services, ce que j'appelle collaboratifs, c'est-à-dire les services dans lesquels les citoyens contribuent à la construction du service dont ils vont bénéficier. Il faut que cette collaboration soit pas comme encore une fois, j'ai envie de citer ce qu'était le projet de la Big Society outre-Atlantique, qui avait une très nette tendance à se décharger sur les épaules des citoyens des charges que les pouvoirs publics avaient. Donc, de trouver des synergies, des renforcements mutuels entre les parties prenantes. Je vous emmène à Cape Town. Help to Care est une soupe populaire qui est conçu d'une manière très différente. Qu'est-ce que c'est une soupe populaire chez nous? Une soupe populaire, ce sont des volontaires, souvent des organisations sociales et des volontaires qui font un service complet à des personnes nécessiteuses. Ici à Cape Town, les personnes reçoivent la soupe, mais doivent faire la vaisselle derrière. Alors, vous allez trouver ça peut-être anecdotique. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que, au fond, quand vous écoutez ATD Quart Monde ou des associations comme ça, quand vous regardez ce dont sont privées ces personnes, elles sont privées de leur je dirais du minimum vital, mais elles sont privées aussi de la possibilité, par exemple, de travailler, de ce que dans la philosophie africaine Ubuntu on appelle la capacité, the right to respond, la capacité de répondre. Et donc je reçois de la nourriture, mais j'ai au moins la possibilité de participer. Alors participer pas forcément en cuisinant, ça pourrait être la prochaine étape, mais de participer en faisant au moins quelque chose pour ne pas perdre la face. Bien entendu, vous connaissez certainement la merveilleuse application Be My Eyes qui permet à des personnes voyantes via leur téléphone, répondre à des appels de personnes non voyantes ou avec des difficultés de vision qui doivent lire la notice d'un médicament ou ce qui a marqué sur leur boîte de conserve et qui contactent, vous regardez le nombre de gens connectés dans le monde en fonction de la langue qu'ils parlent, qui contactent. Et ici, on a quand même bien une espèce de, je dis pas de rétablissement de l'équité entre des gens qui peuvent voir et des gens qui ne peuvent pas voir, bien entendu, mais de solidarité dans lequel le poids de cette solidarité est très diffus. Il repose sur des milliers de personnes qui sont connectées. Alors, je passe pour ne pas être trop long. L'augmentation de l'ouverture et de la diversité. Ici, c'est bien entendu, il s'agit de faire en sorte que les assemblages soient des assemblages ouverts, on conserve des solutions inclusives qui sont qui gardent une certaine capacité de sérendipité, de parties prenantes non prévues qui viennent s'agréger, de garder la diversité sociale et non pas seulement l'écodiversité, l'hétérogénéité, d'augmenter l'hétérogénéité, ce qui est un peu le contraire de ce que on fait habituellement dans le b.a.-ba du design. Alors je vous citerai bien entendu des organisations comme le G1000 qui ici est une manière d'utiliser de transposer la manière dont les jurés sont convoqués, sont invités pour un jury d'assises. Ici, ce sont 1000 citoyens qui, à Bruxelles, c'est là que ça a été inventé, mais c'est une plateforme maintenant internationale, il y en a des G1000 partout, qui sont invités à venir travailler, par exemple, sur l'avenir de la ville et qui, chose très importante, sont invités par une lettre personnelle qui les légitime. Et c'est ce qui fait, d'après les analyses qui ont été faites qui fait la grande différence entre la spontanéité. Je pense pas que on a besoin de moi pour penser l'avenir de la ville. J'ai rien à dire. Est-ce que j'ai pas ma place là? Et ici, il y a quelqu'un qui m'a invité parmi toute la population de la ville et
Du coup, j'y vais. Ici, quelque chose qui n'existe plus, c'est un moteur de recherche. Un moteur de recherche, hein, vous savez, sur Internet, comme ceux que on utilise habituellement, et celui-ci qui s'appelait Random, qui a été créé il y a une dizaine d'années, mais qui n'existe plus maintenant, qui n'a pas été remis à jour. C'est un moteur de recherche qui ne trouve pas ce que vous cherchez, ou plus exactement, qui vous trouve des choses périphériques. Bien entendu, il vous trouve ce que vous cherchez, comme les moteurs comme Ecosia ou Google que vous utilisez certainement. Mais celui-ci, il trouve aussi des choses à côté et il reproduit la sérendipité de quand vous consultez un livre dans une bibliothèque, vous allez chercher et puis bien entendu, vous allez consulter le livre d'à côté de celui que vous cherchez, vous allez le feuilleter, vous allez trouver des choses périphériques. Et donc, trouver tous les moyens dans l'affordance du quotidien pour arriver à cette comment dirais-je, cette hétérogénéité, toujours enrichir, alors que le drame de nos algorithmes sur Internet sont de toujours cibler plus. Vous aviez aimé les bouquins de jazz la dernière fois et on vous propose que des bouquins de jazz, etc. Dernier exemple, embrasser la complexité. On a trop tendance, je trouve, à imaginer que quand c'est complexe, d'abord on comprend un peu complexe et compliqué. Alors ça dépend des secteurs. Hein, si pour parler un petit peu de pouvoir public, quand vous avez, si vous vous rappelez vos premières classes de biologie, on vous montrait la complexité des cellules dans une feuille et tout le monde s'émerveille en disant oh mon Dieu, comme la nature est complexe, c'est beau, c'est très, etc. Mais alors, quand on parle d'une administration ou d'un pays et qu'on dit que c'est complexe, alors là on dit c'est inutile, il faut simplifier, etc. On fait de la simplification, etc. Alors, bien entendu, il y a des choses à simplifier, on est d'accord, mais la complexité, il faut qu'on arrive à aimer cette complexité et à vivre avec cette complexité parce que quand c'est pas comment dirais-je, si c'était simple, ça devient louche. Si c'était facile à résoudre des choses, améliorer la compréhension de la manière de traiter cette complexité. Alors, deux exemples. Vous connaissez certainement Dark Patterns, qui est une plateforme où on dénonce les méfaits, les trucs et astuces que les marques emploient sur Internet pour vous faire cliquer, accepter leur newsletter, prendre une voie prioritaire, etc. Alors inutile de vous dire que le grand gagnant de cette plateforme, c'est Ryanair. Et ici, on a un travail contributif, patient, de détricotage par l'ensemble des citoyens pour essayer d'attaquer ce problème complexe du marketing en ligne. Dernier exemple pour revenir sur nos questions de gouvernance. Vous connaissez certainement ou pas Démocratie 3, qui est un jeu de stratégie où on joue à être un gouvernant d'un pays, et puis alors vous imaginez, si vous avez le tableau de contrôle, quand vous prenez une décision, tout bouge, les différents partis réagissent, les minorités réagissent, etc., etc. Et je dirais que l'image, je crois, parle d'elle-même. En dehors du fait que, bien entendu, ce jeu est extrêmement réducteur et que c'est pas mon propos, il a comme vertu au moins de montrer cette espèce de donner une image à cette espèce de complexité énorme et d'en faire un jeu, donc des choses où les gens ont envie de jouer à se confronter à cette complexité. C'est là certainement un de nos messages. Voilà, je devais tenir en 15 minutes, je pense que c'est bon. Ça donne j'ai essayé de donner plein d'exemples qui sont des choses où à chaque fois je pense qu'il faut s'intéresser à la manière dont elle est designée, dont est conçu le service, la plateforme, le produit. Page de pub, puisque ce petit livret qui était projeté là à la fin à l'écran est en téléchargement sur le site de SDS, hein, c'est ça? Et peut-être même sur le site de la conférence aussi. Le site de la conférence est gratuitement, bien entendu. Voilà. En open source. Donc effectivement, je suis assez content de cette démonstration de comment est-ce que le design crée
ou pas. D'ailleurs, ce serait intéressant peut-être d'y revenir, mais tu prends beaucoup d'exemples positifs. Ce serait intéressant de voir les contre-exemples. T'en parlais un petit peu avec les dark patterns. Mais le design permet de créer de la capacité, de contribuer, de rencontrer, d'échanger, de comprendre, d'appréhender la complexité, qui sont des caractéristiques de la citoyenneté. En fait, ça crée du pouvoir d'agir ou ça en détruit. Et ce lien entre pouvoir d'agir et citoyenneté, Vanessa, vous en parlez dans votre dernier livre qui s'appelle Les nouveaux pouvoirs d'agir, et où la citoyenneté, justement, est un des 5 champs où vous estimez qu'il y a un gros travail à faire de réinvestissement et de transformation pour renouer avec la promesse, vous dites, de liberté et d'émancipation des personnes. Ça m'intéresse, du coup, que vous nous parliez un petit peu de ce que vous écrivez dans le livre. Donc effectivement, la citoyenneté, c'est un des 5 champs de ces nouveaux pouvoirs d'agir, où en fait, ma thèse dans le livre, c'est qu'il faut repartir de cette question de la liberté, de la figure de l'individu autonome, et je repars et je l'interprète comme la question du pouvoir d'agir, pour aborder un certain nombre de crises sociales, environnementales, etc., auxquelles nous avons affaire aujourd'hui. Alors, une petite anecdote. Ce livre, donc, il est paru juste avant la pandémie, et finalement, il a commencé à se diffuser beaucoup en sortie de confinement. Et j'y vois peut-être pas tout à fait un hasard, mais peut-être aussi le fait que la pandémie, finalement, si tant est que c'était nécessaire, elle a remis au devant de la scène cette question de la liberté individuelle, l'importance qui fait un peu le sel de nos vies, mais qui est à la fois une notion fragile, complexe. Pourquoi ? Parce qu'elle suppose toujours, bien sûr, des libertés civiles, mais ça suffit pas. Il y a des conditions sociales de la liberté, une liberté sociale, parce qu'on est tous interdépendants les uns des autres. Et bref, finalement, il faut toujours interpréter la liberté dans son aspect multidimensionnel. Et c'est ce que je fais dans mon livre en dégageant ce concept du pouvoir d'agir qui désigne plutôt le fait d'avoir un espace dans lequel les individus posent des actes dans lesquels ils se reconnaissent et ils sont reconnus. Alors, ce que j'essaye de vous faire entendre là, c'est peut-être 2 choses par rapport à la question de la liberté. C'est à la fois ce côté de l'individu interdépendant dans la reconnaissance, et c'est aussi le fait d'avoir prise sur le monde réel, physique, naturel, avec tout ce qu'il a de déterminé, de déterminant. Et donc, c'est plutôt le fait d'avoir une marge d'action dans ce monde-là, plutôt que la liberté comme libre choix, qui parfois est assez illusoire, ou un peu réducteur. Et donc, j'exhibe une typologie avec 5 dimensions. Donc, c'est pouvoir d'agir en produisant, c'est le pouvoir d'achat ou exister en consommant, pouvoir d'aimer et réciprocité, connaître et se transformer au contact du monde. Et le dernier, donc, qui est donc la démocratie ou le pouvoir d'agir en commun. Et dans chacune de ces dimensions, ce n'est pas simplement des dimensions importantes de la vie, ce qui serait somme toute assez trivial, mais je montre à quelles conditions ça fait pouvoir d'agir, pourquoi c'est une question politique aujourd'hui, qu'est-ce qui pose problème compte tenu de nos réalités sociales, et, parce que ce n'est pas juste un essai, je dirais, théorique, voir comment ce fil théorique qui peut être porteur de nouveaux leviers d'action publique ou de priorités un peu différentes. Alors, avant de revenir, et je montre aussi comment cette approche-là, elle fait surgir aussi des nouveaux types, en tout cas des types divers d'égalité. C'est la question de la singularité et de l'égalité. Voilà, dans ces différentes sphères, il y a différents types d'égalité qui ne sont pas toutes les mêmes, et ça porte aussi des enjeux de lutte contre les inégalités qui sont peut-être un peu du coup différents ou nouveaux. Alors, avant de revenir justement à du pouvoir d'agir et la citoyenneté plus spécifiquement, je voudrais prendre 3 exemples dans les autres sphères pour montrer un peu comment ça se déplie, et je les prends sur 3 points qui vont montrer des fils conducteurs qui sont dans toutes les sphères et donc aussi dans celle de la citoyenneté. Alors, première sphère, donc sur le pouvoir d'agir en produisant et le travail. Ça fait pouvoir d'agir quand le travail, quand ça crée une affiliation sociale, quand vous avez une fierté de réaliser quelque chose dans un savoir-faire. Et ces 2 éléments-là, on peut dire qu'ils sont un peu, rendus plus problématiques à la fois par des transformations technologiques, c'est classique, les révolutions technologiques, ça fait, il y a des secteurs qui périclitent, il y a de la casse sociale, il y en a d'autres qui naissent, et du coup, effectivement, ça pose le problème du statut de l'emploi comme affiliant socialement, mais peut-être encore plus fondamentalement, ou en tout cas s'y rajoute la question de la transition écologique qui vient bouleverser ce statut-là en questionnant le fait que la production économique soit un bien commun. Bien sûr, ça le reste, mais enfin, ça devient moins évident, ça devient plus compliqué.
D'où l'intérêt de porter le regard sur des leviers du type Green New Deal quand ils sont bien conçus, parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire des investissements productifs pour décarboner, mais en fait de rajouter tous ces éléments-là ensemble, c'est-à-dire à la fois une garantie d'emploi local pour répondre à la déstabilisation de l'emploi ou au précariat, mais aussi, et peut-être de manière plus originale, ce troisième point qui est de créer des occasions pour plus de gens de travailler, enfin de faire de la production économique identifiée comme un bien commun. Donc j'aimerais, voilà, si vous pouvez retenir ce thème d'être producteur de biens communs. C'est un premier point et on va le retrouver finalement ça un peu dans différentes sphères. Un deuxième exemple dans la question pouvoir d'aimer et réciprocité. Donc là, évidemment, les liens, là j'insiste sur les liens forts, les liens d'amitié, d'amour, de famille. Et je montre que c'est un agir, évidemment pas au sens où on contrôlerait les êtres chers, mais au sens où il s'agit de développer des facultés, de se lier, de donner, de recevoir, de rendre et de se souvenir. Hein, parce que cette question du souvenir, de la mémoire, c'est finalement, enfin, tous ces éléments-là, de la réciprocité, c'est ce qui permet, enfin, sans lesquels, en fait, aucune action ne trouve à s'attester. Hein. Et donc, c'est un élément hyper essentiel et ça n'est pas que du ressort de la vie privée. Il y a des conditions pour que cette vie privée permette à ces enjeux relationnels de se développer de la manière que j'indique. Bon, évidemment, on va retrouver des questions sur la parentalité, la famille, etc. Mais d'une manière générale, ça va toucher l'organisation du travail et même l'aménagement des espaces publics pour faciliter en fait ce temps relationnel qui pointe vers deux directions, à la fois c'est un peu le socle des solidarités, de la coopération, mais c'est aussi ce qui permet cette narration et cette écriture d'une grammaire commune. Je prends un dernier exemple qui est dans la sphère, donc ma quatrième sphère, hein, sur la connaissance. Donc bien sûr, on va retrouver des enjeux éducatifs et d'enseignement supérieur, mais ces enjeux-là, je les aborde dans deux chapitres différents. Un premier chapitre autour de la deuxième sphère, sur les biens essentiels, le socle commun, etc. Mais là, dans ce quatrième chapitre, j'aborde quelque chose d'autre, qui est le fait d'être producteur de connaissances. C'est encore quelque chose de bien spécifique. Et là, je m'inscris dans une tradition, on pourrait dire, d'influence spinozienne, où je dis même que finalement, c'est peut-être même véritablement la véritable puissance d'agir. Hein. C'est le fait qu'on puisse s'éprouver dans un certain nombre d'activités professionnelles ou autres comme étant producteur de connaissances. Il ne s'agit évidemment pas de dire que tout le monde va être chercheur, ce n'est pas la question, mais c'est un vivre, enfin c'est un vécu qui, selon certaines conditions, va se retrouver dans l'éducation, dans la vie sphère professionnelle. Et ça pose la question de pluralisation des excellences, de pluralisation des sphères d'expérience qui permettent ça. Et bien sûr, ça va impacter aussi la citoyenneté comme étant aussi une citoyenneté productrice de connaissances. Ça va être un élément important. Donc j'en viens maintenant à la citoyenneté, pouvoir d'agir dans la dernière sphère. Bon, je vous avais parlé des deux axes hein, sur le pouvoir financier et le pouvoir administratif. Je voudrais juste revenir sur ce que j'ai appelé le pouvoir administratif, mais c'est juste pour situer les choses, c'est un peu réducteur. Donc si je reprends les fils conducteurs là qu'on a trouvés, il est question en fait d'avoir une action en vue d'un monde commun, d'avoir prise sur le réel, et puis aussi d'un élément de symbolique, de tissage symbolique et de tissage des reconnaissances. Et si je reviens aux transformations à la fois technologiques et à la transition écologique, je dirais qu'elle nous bouleverse un peu sur ces angles-là de deux manières un peu contrastées. Pour la première, hein, technologique, mondialisation, division du travail, d'une certaine manière, on pourrait dire que ça a incontestablement développé nos puissances d'agir collectives, mais que c'est beaucoup plus ambivalent quand il s'agit du pouvoir individuel, du pouvoir d'agir individuel, et que donc pour rétablir ça, il y a un besoin de pluralisation, de partage des charges et des honneurs, et ça s'applique notamment à la sphère publique, de partage des charges et des honneurs publics. Hein, donc on va retrouver cette question de partage du pouvoir. Et pour ce qui est de la transition écologique, là, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a des pouvoirs individuels, des initiatives qui foisonnent, hein, que François Gégou a très bien décrites. Bon, évidemment, on sait qu'il y a plein d'expériences locales qui sont source de créativité. Clémence aussi insistait sur le côté éparse de ces initiatives et précisément la question de passer à l'échelle, c'est-à-dire d'en faire quelque chose qui soit peut-être quelque chose comme une puissance d'agir collective. Et à mon avis, là, il y a la question de pouvoir passer à l'échelle, mais dans un moment, la raison pour laquelle j'insiste sur la transition écologique, là, ça pourrait être sur plein d'autres domaines, mais il me semble que là, on est sur quelque chose qui transforme radicalement les modes de vie.
Et puisqu'on est dans un État démocratique, si on veut que cette transformation elle se fasse de manière démocratique, il me semble qu'il faudrait aller vers, au fond, ce qu'on pourrait peut-être appeler une espèce de droit à participer à la création et à la mise en œuvre des trajectoires de décarbonation locale. C'est peut-être un peu large, mais on pourrait y revenir. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'idée à la fois d'être producteur de connaissances au sens de faire des choses qui ont un impact sur le réel, qu'il s'agisse de plans locaux d'alimentation, de circuits courts, de manière de télétravailler ou que sais-je, où il y a vraiment des projets à porter dont on est responsable. Je repense à l'histoire de la soupe populaire tout à l'heure. On prend en charge quelque chose de ça, collectivement, de manière partenariale, des sortes d'entreprises, on pourrait dire d'entreprises partenariales entre services publics, citoyens, etc. Et alors ça, c'est un premier point. Et il y a un autre point où je retrouve cette question de la grammaire commune, puisqu'il y a des modes de vie qui vont se transformer et qui sont finalement assez différents d'un territoire à l'autre. En tout cas, la trajectoire, elle va être assez différente d'un territoire à l'autre, parce que les forces, les appuis, les porteurs de projets ne sont pas les mêmes, les ressources des territoires ne sont pas les mêmes. Et donc, pour s'approprier cette transformation, cette trajectoire qui va être longue, qui va durer jusqu'en 2030, 2040, 2050, il y a un trajet à inventer ensemble et pour s'approprier cette transformation de mode de vie dans une grammaire commune qui fasse sens. Merci beaucoup Vanessa, ça m'intéresse beaucoup ce dernier point parce que là moi je vous parle du Morvan où il y a effectivement des démarches de participation citoyenne, y compris qui vont assez loin dans le parti faisante et voilà. Mais une des choses qui me questionne beaucoup, c'est ma question tout à l'heure à François, c'est comment est-ce qu'on prend en compte dans le cadre de ces trajectoires locales, fussent-elles, enfin associant, même si elles associent assez largement les citoyens, voilà, comment est-ce qu'on prend en compte des paramètres globaux, des échéances et des durées qui ne sont pas celles qu'on manie communément dans les discussions quotidiennes, disons. Autrement dit, si aujourd'hui on faisait une vraie belle démarche dans le Morvan sur le PAT, ce qui va se lancer bientôt, on arrive probablement à un résultat qui n'est pas à la hauteur des enjeux si on regarde pour le coup de façon très surplombante le Morvan en matière de sécheresse, de changement climatique, de mutation des espèces, etc. Est-ce que vous avez une idée sur comment est-ce qu'on introduit ça sans que ce soit un déni de démocratie? Parce qu'il y a une réponse à ça, c'est de dire les gens ne sont pas capables. Oui, moi, ce qui me semble, d'ailleurs, ça revient à la question des articulations des différents niveaux. Moi, il me semble que, exactement sur cet exemple-là, qu'on pourrait tout à fait imaginer l'idée d'un cadrage national, par exemple, puisqu'on parle de trajectoire à la hauteur des défis. Et si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, d'être capable de comparer le nombre de tonnes carbone évités et la progression sur la trajectoire, on voit bien qu'il ne s'agit pas juste de faire des choses qui ont l'air d'aller dans le bon sens, mais d'être comptable d'effets chiffrés, quantitatifs, là en l'occurrence, qui vont nous permettre de nous approcher d'une trajectoire. Donc, on pourrait très bien et être capable d'évaluer ça. Il est évident qu'il faut mutualiser, que c'est pas au niveau d'un petit territoire et c'est pas du tout un déni de démocratie. C'est une question, d'où la question de la connaissance et d'être producteur de connaissances. On voit bien le temps qu'a mis le GIEC pour mettre en place, voilà, des standards communs et qui soient partagés. Donc, ce cadrage des grands objectifs, la manière de mesurer des choses, on voit sans peine que ça peut être un cadrage national, par exemple. Et que ce cadrage national, libre après aux citoyens, non pas d'inventer un PAT un peu dans l'air, entre guillemets, en se disant ce que je peux mettre en place, mais en disant, voilà, pour réaliser ça, voilà, comment on invente quelque chose au niveau local qui permette d'être à la hauteur de quelque chose qui est par ailleurs cadré par des connaissances, par un savoir commun qui est beaucoup plus large que l'échelle du territoire. Ça peut être un exemple. Beau défi, merci beaucoup. Ça fait une belle transition avec Clémence. Clémence, comment est-ce que les acteurs publics se saisissent, alors toi, métropolitain, sur ton expérience parisienne et puis aussi au C40, soit les acteurs publics, l'État, que tu fréquentes davantage maintenant, comment est-ce qu'ils se saisissent de ces enjeux-là, de ces approches? Est-ce que c'est des idées telles que viennent de les décrire Vanessa et François qui sont assez diffuses? Comment est-ce que ça peut prendre forme dans une initiative comme l'Open Gov Partnership? On t'écoute, Clémence. Merci et merci de nous avoir appris ce que c'était que le PAT. Désolée pour mon ignorance. Alors, c'est quand même en train de bouger.
au niveau national. Mais il y a un mouvement qui est en train de se structurer. Il y a un ministre en charge de la participation citoyenne. Apparemment, d'après l'OCDE, nous sommes le seul pays à avoir un ministre chargé de la participation citoyenne. On a aussi créé l'année dernière un centre interministériel de la participation citoyenne. Et là, l'une des missions de ce positionnement interministériel, c'est justement d'essayer de rationaliser toutes les initiatives diverses qui peuvent être prises par diverses administrations. Sur des sujets de participation, avec en essayant d'assurer vraiment un soutien au diagnostic et puis sur la méthode pour être vraiment exigeant, en particulier sur le sujet du devoir de suite. Et avec l'idée que il s'agit vraiment d'accompagner les ministères à ne pas lancer des consultations tous azimuts sur tous les sujets pour faire de la com, mais réellement de les accompagner à prendre des engagements, à prendre en compte la parole des citoyens. Et là, il y a une méthode qui a été éprouvée depuis plusieurs années côté des ITP, avec des ateliers participatifs qui sont grosso modo des mini conférences citoyennes où les citoyens sont tirés au sort pour être des panels représentatifs, formés à des questions, etc. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de bouger, je dirais vraiment sur le fond, l'exigence et l'expertise. Moi, j'avais envie de vous parler effectivement du dispositif du partenariat pour un gouvernement ouvert, parce qu'il me semble être potentiellement un bon exercice de design. Donc, l'Open Government Partnership, c'est une organisation internationale qui rassemble de façon paritaire des gouvernements et la société civile, que la France a rejoint en 2014 et elle produit donc un plan d'action tous les 2 ans. Là, nous sommes sur la phase d'évaluation du dernier plan d'action et à partir de janvier, on va commencer à designer le prochain plan d'action. Alors, ça a produit de très nombreux projets que vous connaissez peut-être du reste sans savoir qu'ils sont rattachés au plan pour un gouvernement ouvert, autour notamment de la data, de la transparence algorithmique, de beaucoup de projets de redevabilité pour évaluer les services publics, rendre des comptes aux citoyens, outiller la décision publique, mais aussi des choses plus créatives, par exemple autour de la science ouverte. Il y a un très très beau projet porté par le ministère de l'enseignement supérieur. Donc tous ces projets sont structurés, j'aurais dû le dire en introduction, autour de 4 grands principes: la redevabilité, la participation citoyenne, la transparence et l'ouverture. Et donc l'ambition pour 2021, puisque c'est nous et moi en particulier qui portons la responsabilité de piloter la co-construction du plan d'action 2021-2023, c'est d'essayer d'imposer davantage dans l'équilibre de ces 4 thématiques le sujet de la participation citoyenne. Puisque justement, entre-temps, c'est assez drôle intéressant, curieux de voir que du coup, depuis le moment où le dernier plan d'action a été rédigé en 2017, pour 2018, entre-temps, il y a eu le grand débat, la Convention citoyenne pour le climat, autant de dispositifs sur lesquels on peut être tout à fait critique, en particulier sur le grand débat qui a été fait peut-être très, très rapidement et qui n'avait pas forcément vocation d'ailleurs à être un exercice littéralement de participation citoyenne, mais plus un exercice de dialogue. Et puis ensuite la Convention citoyenne sur laquelle on peut encore être critique ou attentif en tout cas sur les sorties, mais qui ont tous les deux l'avantage d'être des dispositifs à très très grande échelle, où il y a beaucoup d'énergie, d'équipes, d'humains qui ont travaillé pour faire vivre ces sujets. Donc, ces 2 sujets sont, comme qui dirait, sortis de l'actualité et finalement, ils ont presque explosé les frontières du gouvernement ouvert entre 2018 et 2020. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, donc là, il y a beaucoup d'organisations qui réclament une convention citoyenne sur la sécurité, une convention citoyenne sur le renouveau démocratique, par exemple, demande démocratie ouverte. Alors, est-ce qu'on va se mettre, est-ce que la convention citoyenne est le nouveau dispositif de base qu'il va falloir dupliquer sur tous les sujets?
je pense qu'on peut inventer aussi d'autres choses. En l'occurrence, je trouve que c'est un très beau dispositif, mais je pense que c'est intéressant aussi qu'on s'entraîne à designer des dispositifs pour chaque thématique, chaque contexte et chaque groupe d'usagers ou de citoyens concernés. Par exemple, parmi les dispositifs moi, que j'aimerais beaucoup co-construire avec la société civile ou avec vous, par exemple un budget participatif national, je trouve que c'est un très joli défi, mais ça, tout comme la Convention citoyenne pour le climat, il y a un vrai enjeu d'outillage, enfin littéralement de design, pour savoir comment ça pourrait fonctionner, à qui ça pourrait s'adresser, quel champ ça pourrait couvrir. Et puis, donc, le dispositif de co-construction du prochain plan lui-même, il réclame aussi beaucoup de design parce qu'il doit, c'est un peu il y a une méta-exigence. Il doit lui-même être co-construit avec la société civile et les citoyens en toute transparence, en publiant tout sur Internet, en renseignant chaque discussion, chaque événement, chaque prise de parole, chaque discussion avec la société civile. Il doit être inclusif. L'inclusion, c'est du reste l'un des axes sur lequel on va beaucoup travailler, que ce soit l'inclusion numérique ou l'inclusion de certaines populations. Par exemple, dans les derniers plans d'action d'autres pays, il y a des axes genre qui ont été développés, donc le genre comme outil d'inclusion, de transparence, de participation citoyenne. Je trouve ça super intéressant. Ça change un peu des sujets classiques, comme on se disait en introduction, les sujets classiques de participation. Après, il y a le design du dialogue lui-même avec la société civile. Alors, il y a eu par le passé, par exemple, l'organisation de forums d'État, forums open d'État, pardon, qui sont des moments de discussion. Sur des discussions mixtes entre les administrations et la société civile sur des thèmes donnés. À quoi ça peut ressembler cette fois? Comment on peut aller plus loin? Est-ce qu'on doit faire plus gros? Est-ce qu'on doit faire plus ouvert? Est-ce que on doit faire plus ciblé? Voilà. Donc moi, si je vous raconte tout ça, c'est pas pour vous raconter ma vie, c'est vraiment pour vous dire que c'est un sujet qui est complètement ouvert. Où moi, je suis vraiment en attente d'idées, de propositions, de participation et enfin, il y a vraiment un très très fort enjeu à ce que ce dispositif soit co-construit et donc tout le monde est le bienvenu. Et le dernier aspect qui me semble intéressant by design, c'est ce dont parlait Vanessa tout à l'heure, c'est l'évaluation. Et là aussi, je trouve que c'est intéressant, ça fait partie des standards très forts de ce projet et on est en train là, de rédiger justement le plan d'évaluation et tout est scruté avec beaucoup de détails, en toute transparence. Et ça, je trouve que c'est aussi quelque chose que l'expertise du design de l'action publique peut apporter par rapport à l'expertise de la démocratie locale et de la participation citoyenne. C'est vraiment de concevoir des projets comme des expérimentations qui sont testées et donc qui sont évaluées. Et voilà, puisqu'on parle de design, je trouve que ça c'est vraiment un apport très très concret et très important par rapport à l'expertise plus traditionnelle de la démocratie locale. À vous l'antenne. Du coup, Clémence, peut-être une petite question complémentaire, si je suis pas sûr que la réponse soit simple. Pour avoir un peu participé au précédent plan OGP, notamment via les forums Open Data, il y a vraiment une déconnexion énorme entre ce qu'on s'est dit en début de séance sur ce qu'on perçoit comme une forme de soif de participation sous les différentes formes qui irriguent localement, différentes échelles, etc., et l'OGP tel qu'il a été conçu, en tout cas précédemment. Comment est-ce qu'on fait pour réconcilier des aspirations de participer, d'avoir prise sur le réel, prise sur le cours de sa vie, etc., des citoyens, en tout cas ceux qui le conscientisent et l'explicitent déjà comme ça. Après, il y aura la question de comment on va chercher les autres. J'ai vu qu'il y avait une question du public là-dessus. Et des dispositifs institutionnels qui sont conçus dans des bureaux, des administrations, à un niveau extrêmement surplombant. C'est quoi? Alors, il y a la question du design, mais peut-être pour être un peu plus précis, c'est quoi les recettes qui font qu'on arrive à intéresser les gens, à donner confiance aux gens, à donner à penser aux gens que ça vaut le coup de participer à ces processus-là?
malheureusement, j'ai pas de recette magique et je dirais même que c'est plus difficile encore qu'on ne le croit. Et là, par exemple, je repense à notre expérience avec le budget participatif, donc à la ville de Paris, quand on l'a lancé au tout début, donc c'était quand même 500 millions d'euros, un demi-milliard, et il y avait peut-être la crainte de certains élus ou de l'administration vraiment de voir déferler les citoyens qui allaient faire exploser les portes de l'hôtel de ville. Et en réalité, même sur des dispositifs très concrets, très ambitieux, où l'engagement est très fort, sur la table, une parole politique très très engagée, eh bien la participation, ça vient pas tout seul, c'est vraiment un dispositif ultra exigeant de mobiliser les citoyens. Et je m'en plains pas, hein, je pense que c'est parfaitement normal. Mais du coup, c'est vrai que je n'ai pas de recette magique. Je pense que le minimum syndical, c'est effectivement d'avoir des engagements forts, de s'être engagé de façon très explicite sur les engagements devoirs de suite après le dispositif de participation. L'idéal, c'est aussi que ce soit récurrent et que ce soit un cycle complètement vertueux. Je pense que dans le cas du budget participatif, qui est le dispositif qui a une ancienneté et que je connais le mieux, je pense que ce qui a pu aussi commencer à être un déclic pour les gens, c'est au moment où les projets ont commencé à sortir de terre, avec des plaques décidées par les Parisiens et où on commence vraiment sur Internet à rendre des comptes et à rendre très visibles ses engagements. Et là, effectivement, ça peut commencer à devenir un réflexe de s'engager dans un dispositif comme le budget participatif. C'est sûr que si on continue à sortir des dispositifs de participation qui sont à chaque fois déceptifs et frustrants, c'est difficile de réengager sur un cercle par la suite. Et on a ce sujet effectivement avec le plan pour le gouvernement ouvert, qui est un sujet assez technique, assez international, assez abstrait. Et effectivement, du coup, le challenge, c'est de montrer à quel point, en réalité, il y a vraiment une énorme fenêtre d'opportunité pour que l'État prenne des engagements très engageants. Et qui ont vraiment cours sur notre vie quotidienne. Hein. Je pense à la transparence des algorithmes. Ça paraît loin et anecdotique, mais c'est quand même c'est très puissant. En plus, merci. Avec en plus dans l'OGP cette question du rapport entre participation de la société civile, au sens par société civile constituée, et participation des citoyens, ce qui deux choses un peu compliquées et qui font pas forcément un très bon ménage. Vanessa, je crois que vous vouliez dire quelque chose. Vous n'avez pas votre micro, je crois, Vanessa. Ah, là, vous m'entendez ? Ça y est, oui. Peut-être deux choses, c'est-à-dire oui, bien sûr, il y a cette question du débouché, il ne faut pas que ça soit frustrant et surtout, il faut que ça serve à quelque chose. Et peut-être que là, c'est dans le droit de suite, c'est même la manière dont c'est conçu. Hein. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de droit à co-concevoir des trajectoires de décarbonation locale, dans le sens où on ne peut pas associer à toutes les décisions, mais en tout cas certaines décisions, l'idée que la manière dont on va investir l'argent public, s'engager sur des grands objectifs qui seront publics, etc., dans certaines politiques, que ça soit ça le débouché de l'association citoyenne, c'est par construction, en quelque sorte, que dans ce cas-là, le débouché est important. Donc ça, c'est un premier point. Mais l'autre point sur lequel je voulais attirer l'attention, c'est différent. C'est qu'en fait, je pense que, vous savez, la liberté moderne, elle s'est construite quand on a considéré qu'au contraire, on avait un gouvernement qui pouvait s'occuper, disons, des choses de la cité et qu'on pouvait vaquer à sa vie privée. Bon. Et donc, je pense que cette chose-là, elle reste très importante, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'il y a un tas de gens qui vont s'engager dans leur vie privée, professionnelle, qui vont être dans un club de sport, qui vont s'occuper de leurs vieux parents, qui vont... C'est des engagements, si vous voulez, mais ce n'est pas des engagements au sens de participer à une convention citoyenne ou que sais-je. Et donc, ça pose la question du temps qu'on a pour s'engager là-dedans. Bon. Et cette question du temps, d'abord, je pense que c'est important de ne pas opposer tous ces engagements et c'est pour ça aussi que cette question du pouvoir d'agir, elle traverse différentes sphères. Mais si on veut, et à mon avis, c'est un point important, que de plus en plus de gens, que ça concerne beaucoup de monde, parce que cette question démocratique, c'est aussi que ce ne soit pas toujours les mêmes qui soient dans les processus participatifs, etc. Alors, il faut libérer du temps et peut-être même de l'argent pour que les gens participent. Et je m'explique, ça peut être aussi bien des aspects de droit du travail pour libérer du temps pour aller participer à des choses comme ça qui, si elles sont vraiment exigeantes,
vont prendre structurellement du temps sur toute une année, de manière récurrente, etc. Donc il y a cette question du temps, comment ça se concilie avec le travail, par exemple. Et puis peut-être même de l'argent dans une période où on est marqué par le précariat, etc. Pourquoi ne pas imaginer des sortes de rémunération, mais pas comme qui ferait d'abord des compléments de salaire pour les gens qui par ailleurs ont du travail à temps partiel, etc., mais qui seraient plafonnés. Enfin, ça serait comme une sorte de forfait de service public, un peu comme les professeurs quand ils font des clubs de sport ou autres, ils ont un forfait qui les dédommage. On pourrait aussi imaginer que ceux qui ont envie de participer, il y a des sortes de forfaits qui viennent reconnaître cet apport et que ça fasse d'une pierre deux coups, que ça complète finalement ce temps qui est libéré pour ceux qui travaillent moins, par exemple. Voilà. En tout cas, c'est une question du temps. Pour rebondir, s'il y avait une question. J'ai de l'écho, non? Ouais, ça y est, c'est fini. Une question de quelqu'un dans les participants sur justement comment faire, vaste question, comment faire pour s'assurer que les efforts que l'on fait pour renforcer la participation citoyenne et la citoyenneté concernent tout le monde, et notamment les gens qui sont aujourd'hui assez éloignés de ces dispositifs-là. Donc là, Vanessa, vous dessinez deux possibilités avec la question du temps via le droit du travail et puis la question de l'argent. Est-ce que François et Clémence, sur cette question de je ne sais pas si c'est la représentativité ou de l'équité, comme tu le posais tout à l'heure, François, comment faire pour aller chercher les gens? Je pense que, si je peux intervenir, sur plusieurs points, mais pour répondre à cette question précise, je trouve qu'elle est, elle est bien dans la formulation que tu viens de donner. Je crois qu'il faut arrêter le syndrome du pêcheur à la ligne où on attend avec un hameçon plus ou moins appétant que les gens participent. Je crois qu'il faut aller, je reviens à ce que Else Lecomte disait, il faut aller chercher les gens. Il faut aller les chercher où ils font des choses. Et encore une fois, peut-être je suis plutôt d'accord avec tout ce que Clémence a dit. Je voudrais juste mettre un tout petit bémol. Attention que quand on dit on doit designer des dispositifs, il ne faut pas que le design devienne, je dirais, une autre manière de faire du cadrage. Je suis pas tout à fait, je suis un peu allergique au mot cadrage. On l'emploie peut-être pas, Vanessa, de la même manière, mais j'ai l'impression qu'on a vraiment du mal dans nos pays, et je le dis peut-être ne serait-ce qu'en bourlinguant entre les différentes style de gouvernance européenne à travers les projets Urbact. Allons voir comment ça se fait dans d'autres villes. Je trouve qu'il y a ce qui est écrit sur le papier et puis il y a ce que vous vivez, c'est-à-dire que on a en France un espèce de réflexe en disant tu l'as dit Clémence sur le budget participatif, voilà, on a du mal à lâcher prise, on a du mal à faire confiance, à faire en sorte que peut-être on n'est pas obligé de penser les choses à l'avance, si on peut se laisser surprendre, on peut faire. Et alors, de là-dessus, j'ai envie d'appliquer un petit peu, puisque tu appelais Clémence du design, j'ai envie d'appliquer un certain nombre des guidelines de design que j'ai essayé d'exposer tout à l'heure. Donc, peut-être qu'il ne faut pas un dispositif, il en faut peut-être plusieurs. Regardez, il y a, si on veut avoir, comment dirais-je, à la fois des personnes âgées qui ont du temps mais qui sont pas forcément très engagées sur les moyens numériques et des jeunes qui vont peut-être être exactement le contraire. On va devoir avoir une diversité de dispositifs. Donc, je trouve quelque chose d'inspirant dans cette espèce de lâcher prise et d'aller vers les gens et d'aller donner plusieurs canaux, faire des stratégies multicanaux pour avoir, encore une fois, on n'aura pas un engagement au niveau national où on va bouleverser les chiffres de participation aux élections dans un dispositif de participation qui, comme dit Vanessa, va demander du temps, etc. Non, par contre, si on somme autrement, si donc dans l'évaluation de cette participation, si on a une évaluation non pas en style tableur Excel dans lequel on va compter le nombre de gens qui participent et le temps qu'ils ont participé, mais si on fait une évaluation du type collecte des effets
ouverte des choses, quels ont été les effets, qu'est-ce qu'est la somme des multiples participations que les gens ont fait, alors on aura des résultats, je pense, bien plus encourageants que si on essaye de regarder des choses par un dispositif. En plus, on est en France, comment dirais-je, peut-être trop créatif. On lance un dispositif tous les ans, tous les 2 ans, etc. Le Daniel Terment, l'ancien maire de Gand, nous disait, bah oui, nous forcément, chaque fois qu'on fait de la participation, la salle n'est jamais assez grande pour recueillir le nombre de gens. On a toujours plus de gens. Enfin, c'est vrai que ça fait 25 ans, donc continuité dans une participation qui est pas spécialement innovante, mais qui est continue, qui a créé de la confiance, qui a créé du retour. Et moi, sur cette question de l'aller vers, de la représentativité, est-ce que dans le budget participatif, je sais que c'est de Parisien, je sais que c'est un sujet, puisque après les premières années de forte croissance, je crois savoir que ça plafonne en nombre, mais aussi que c'est les mêmes qui rejouent chaque année. Comment est-ce qu'on peut chercher les autres? Alors d'abord, je voudrais dire que je suis très d'accord avec François et que c'est vrai que c'est en partie un abus de langage, mais c'est pour ça d'ailleurs que on ne design pas sans designer. Hein. Et qu'effectivement, si c'est moi qui design, c'est du cadrage. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut bien s'entourer pour faire mieux. Sur l'aller vers, alors oui, et l'autre truc que ça m'inspire, c'est aussi le dispositif de Bruno Latour, ou Atterrir, et c'est aussi, voilà, aussi, effectivement, plutôt que de créer des fenêtres avec des questions cadrées, etc., il y a aussi peut-être une autre inspiration du design, mais peut-être c'est juste de l'ethnographie, qui est de faire de l'immersion, de s'installer sur un territoire, de trouver un autre vocabulaire pour décrire le monde qui nous entoure et les transformations et le vocabulaire du sensible et la cartographie et voilà aussi d'autres outils qui peuvent venir nourrir le champ de la participation citoyenne de façon voilà plus riche et poétique. Sur la question de l'aller vers, oui, on a expérimenté beaucoup de choses à Paris, en particulier autour des quartiers populaires et en faisant évoluer les règles et en posant des quotas pour les projets issus et destinés aux quartiers populaires. Il y a eu aussi des petits outils, alors des outils qui sont parfois des humains, comme les ambassadeurs du budget participatif, qui sont des services civiques qui sont formés pour engager le dialogue, pour aller à la rencontre des gens dans la rue. Il y a des outils qui sont des roulottes, des cyclomoteurs, non, cyclo-cargo, pardon, pour voilà, des triporteurs. Merci. Hein. Pour avoir des urnes mobiles qui vont dans le hall des immeubles, dans tous les quartiers, etc., et qui font sortir les urnes des mairies d'arrondissement. Mais tout ça, ça s'est fait vraiment année après année, en ajustant, en étudiant les résultats des urnes, en se rendant compte d'ailleurs parfois un truc un peu, enfin c'est peut-être pas contre-intuitif, mais par exemple les urnes qui rapportent le plus en bulletin sont les urnes tenues par les élus. C'est un peu décevant. Mais sur les populations qui participent, alors il faut voir aussi par rapport à quoi on compare. C'est vrai que là, c'est peut-être toujours les mêmes. Je sais pas d'ailleurs si c'est. Moi, j'ai lâché le suivi depuis un moment, donc je sais pas si c'est réellement toujours les mêmes parce que c'est quand même chaque année beaucoup plus. Donc ça peut pas être exactement toujours les mêmes. Mais en tout cas, si on le compare à la population qui participait avant 2014 au conseil de quartier, au compte rendu de mandat et au dispositif classique de participation, là, c'est clair qu'on a fait un énorme renouvellement. Et ça, on l'a su tout de suite, ne serait-ce que juste en regardant les arrondissements et l'âge des personnes qui participaient. Et je crois que dès la première année, on était sur une moyenne d'âge d'un petit peu moins de 30 ans, ce qui était clairement un de nos objectifs et un énorme bond de rajeunissement par rapport à la population classique des dispositifs de participation.
Merci beaucoup. Alors, Clémence, tu as beaucoup tendu de perche aux designers sous des formes différentes, hein, que ce soit pour designer, concevoir des nouveaux dispositifs avec OGP ou aussi mettre sur la table de nouvelles formes dans le cadre des processus de participation. Encore une fois, on est dans le cadre de l'île capitale mondiale du design. Vanessa, pour ce que vous connaissez, je ne connais pas votre expérience et votre familiarité avec le design, mais d'après votre intuition ou au-delà d'après vos travaux, quelles compétences, quelles réflexions, quels outils vous aimeriez aller chercher ou avec lesquels vous aimeriez vous articuler chez les designers pour mettre en œuvre ou faire avancer soit votre réflexion, soit ce que vous proposez? Micro, Vanessa. C'est bon. Vous m'entendez là? Ouais, Oui. je pense que c'est mon réseau qui. J'ai envie de repartir de la notion d'espace public que François a d'ailleurs finalement commencé à aborder tout à l'heure. L'espace public en termes démocratiques, c'est aussi celui où la délibération démocratique peut se tenir. Et effectivement, alors il y a certains vecteurs là que François a décrits tout à l'heure, mais je voudrais peut-être insister sur d'autres et puis peut-être être pas tout à fait d'accord avec sur d'autres. Alors, il y a peut-être la notion de s'apparaître qui me paraît très important. Au-delà de la conversation, c'est des espaces publics où on s'apparaît les uns aux autres. Cette notion de s'apparaître, elle me paraît très importante pour étoffer cette délibération démocratique. Donc ça, c'est un premier point. Quelque part, quand vous avez parlé de la complexité tout à l'heure, moi j'avais envie de vous parler de la pluralisation des fonctionnalités, mais je pense que ça revient finalement un peu au même. Par contre, il y a un point où je serais peut-être un peu moins d'accord avec vous sur votre manière d'aborder le complexe et que moi j'aborderais différemment. Moi, je pense qu'il y a des conflits d'usage dans l'espace public, au sens réel du terme. Je veux dire, si on peut prendre par exemple les trottoirs parisiens et les rues parisiennes, par exemple, entre les trottinettes, les vélos, les passants, les piétons, il y en a un peu dans tous les sens. Alors, vous le présentiez comme un élément, peut-être une espèce de chaos fécond, on va dire, où chacun doit faire attention à l'autre. Mais il y a aussi quand même une autre manière de voir les choses, c'est que je pense qu'il y a des conflits d'usage et que pacifier les conflits d'usage, ça doit être aussi une vertu du design. Parce que dans la démocratie, pour faire le parallèle avec la recherche démocratique, on est aussi dans de la recherche de consensus à un moment donné. Il y a des conflits et il ne s'agit pas de les taire, c'est-à-dire que ces conflits existent, mais à un moment donné, on va réussir à en tirer quelque chose, à faire émerger un consensus. Et donc, à la fois la complexité, certes, c'est important, etc., mais montrer à voir comment on crée quelque chose qui pacifie dans l'espace public et peut-être justement en gardant aussi, que tout ne soit pas partage, hein, parce que je pense que la modernité, elle a sacralisé d'une certaine manière l'existence de l'intimité, de la vie privée. Et si le collectif est très important, la vie privée aussi l'est. Il faut les deux, quoi, en fait. Il faut que les deux coexistent. Donc peut-être que cette pacification, elle passe aussi par le fait que tout ne soit pas partagé et que certaines choses soient plus. Voilà, je repensais simplement aux rues parisiennes et aux trottoirs et au fait que les personnes âgées, par exemple, peuvent avoir du mal à s'insérer dans. Enfin voilà, que ça va être un des défis des nouvelles mobilités, d'être dans quelque chose qui soit rassurant et qui ne soit pas finalement un danger également. Oui, voilà, s'apparaître, conflit d'usage. Ah oui, et puis peut-être une dernière chose sur les conversations, la conversation sociale, peut-être insister sur, mais je crois que vous l'avez un peu dit, sur les tiers-lieux dans les urbanismes, les aménagements du territoire. Non pas parce qu'elle ferait émerger quelque chose de complexe ou de différent, mais parce qu'elle fait émerger du tiers, justement. Et le tiers, c'est quelque chose de nécessaire pour se déplacer, pour voir les sujets différemment, pour être entre l'école et la famille, entre l'État et les entreprises, enfin, etc. Voilà. Merci Vanessa. Peut-être juste un dernier petit point, c'était pas le design, mais juste sur le cadrage. En profiter si j'ai une minute, mais sinon je le dirai tout à l'heure. Oui, allez-y. Ouais, juste sur le cadrage, effectivement, je pense qu'on l'entendait pas forcément de la même manière. Moi, ce que j'entendais dans le cadrage, mais du coup qui fait un lien là avec les conflits, le fait de pacifier les conflits d'usage et de faire du commun du coup derrière, d'avoir aussi quand même du commun qui se construise. Moi, dans mon cadre, c'est ça que j'entendais, c'est-à-dire au fond ce que je dirais finalement comme une exigence scientifique dans les exemples que je prenais. Il y a un moment donné où, pour certaines choses qui se quantifient, là je prenais les trajectoires de décarbonation par exemple,
il y a des choses qui doivent s'objectiver, qui sont de l'ordre de la science, on pourrait dire, de l'exigence scientifique, qui est un des piliers de la démocratie, et qu'il ne s'agit pas juste d'avoir des bonnes idées. À un moment, ces bonnes idées, elles doivent aussi avoir du sens. Parfois, ça ne se mesure pas, parfois, il n'y a pas de construction de savoir particulier, mais parfois, il y en a un, et ça doit cadrer les débats, au contraire, pour libérer une imagination qui est réelle, en fait, qui s'accroche aux problèmes réels et qui ne va pas s'embourber dans des fausses pistes ou des choses dont, voilà, qui ne sont pas le véritable problème. Donc c'est cadrage, pas du tout pour dire faut faire comme ci, comme ça, tout prévoir, mais plutôt cadrage au sens de la scientificité et d'un certain nombre de faits objectifs à partir desquels raisonner. Peut-être avant de te donner la parole, François, Clémence, si tu veux compléter cette liste de courses aux designers. Et je rappelle à tout le monde que vous pouvez poser vos questions dans le chat. On prendra un temps à la fin pour les partager. Clémence ? Bonne chance François, ça fait une grosse liste de courses, mais effectivement, alors c'est une conversation qu'on a eue plus tôt dans la semaine avec le lab de la métropole, toujours dans le cadre de l'île capitale du design, sur attention aussi à ce que le design qui est tellement hype, qu'on n'essaye pas de remplacer les dispositifs vieillissants de participation citoyenne juste par des dispositifs de design qui sont pas forcément équivalents. Je pense que ça fait jamais de mal d'ajouter une dose de design. C'est toujours des meilleurs ateliers, une meilleure répartition de la parole, plus de créativité, la possibilité d'avoir un prototype, etc. En même temps, c'est pas les mêmes objets, et donc je trouve que, notamment si François veut bien revenir sur la notion de partie faisante, etc. Moi, je trouve qu'il y a aussi un risque à remplacer ce qui peut être de l'ordre du débat d'idées, de l'expression d'opinion, de besoins, et de le remplacer par super, on fait des POC avec des designers, on est dans le concret et on réalise des projets. Et une autre, par contre, inspiration dont moi je suis extrêmement friande avec le design, c'est le design spéculatif, le design fiction. Et puisque là, notre sujet, c'est la citoyenneté du futur, et ben là, je pense, je ne sais pas si François va mordre à l'hameçon, mais du coup, je pense que là, on peut vraiment compter sur les designers pour aller inventer, réinventer, dessiner la citoyenneté du futur, interroger, imaginer, voilà. Je compte sur toi, François. François, la parole est à toi. Merci de cette liste de courses. C'est très stimulant. Alors, j'ai noté toute une série de choses. Je vais essayer d'aller vite parce que je voudrais les évoquer. Peut-être revenir avant sur quelque chose qui a été évoqué sur ces niveaux de gouvernance. Clémence, tu appelais à de la participation organisée au niveau, comment dirais-je, national. Je voudrais signaler, parce que c'est quand même pas souvent le cas, que la Commission européenne ne fait des trucs pas mal là-dessus, notamment dans les derniers H2020, donc des projets de recherche qui travaillent par exemple à comment donner une voix aux citoyens dans la définition des politiques scientifiques européennes, donc comment on arrive à faire un dispositif de délibération citoyenne qui soit abordable en termes financiers, dans le temps, etc., etc. Donc il y a quand même des choses à aller regarder. C'est pas souvent que l'on a l'habitude de parler de la commission qui arrive à rejoindre le citoyen, écouter le citoyen, etc. Et donc je pense qu'il faut s'en réjouir et l'encourager. Alors ensuite, j'avais envie comment dirais-je, de dire sur les différents points que vous avez évoqués. Alors sur ces questions de est-ce qu'il faut comment dire? Est-ce qu'il faut définir sur les questions des conflits d'usage que Vanessa évoquait? Est-ce qu'il faut ouvrir ou est-ce qu'il faut essayer de pacifier? Alors, je pense que ici, quand même, les
villes, les pays qui ont une culture longue de la participation indiquent que il y a aussi des habitudes qui se prennent. C'est-à-dire que quand on a l'habitude de donner des droits très précis et des obligations à chaque classe de citoyens, pensez dans nos forêts, nos parcs où avant il y avait des chemins forestiers, il y a eu des chemins pour les chevaux, puis maintenant il y a des chemins pour les bikers parce que on veut classifier tout ça. On est dans une culture intrinsèquement de définition des droits. Donc j'ai le droit de tuer au moins ou presque d'écraser un promeneur s'il est devant mon mountain bike alors que je roule à 45 à l'heure dans la forêt, quoi. Et donc il faut certes de temps en temps organiser les choses, mais peut-être il faut essayer d'inverser la tendance. Et je reviens sur cette question, bien entendu. Merci Vanessa sur la redéfinition du cadrage. Effectivement, je l'entendais pas et je l'entends. Vous avez compris avec toujours un petit peu d'urticaire, moi. Je suis un apôtre. J'aime les gens et j'aime bien quand ça commence par les gens. Alors, j'ai envie de dire, certes, il faut un cadrage, mais ne nous précipitons pas. Essayons de se laisser surprendre, laissons-nous surprendre par le fait qu'il peut arriver des choses, des citoyens qu'on n'attendait pas. Et certes, il faut. Alors, est-ce que ce cadrage doit arriver d'abord ? On a tendance, je pense, dans notre pays à dire oui, d'accord, mais avant de se laisser déborder. Mais non, laissons-nous un petit peu déborder, essayons de se laisser déborder, et après, on utilisera du recadrage, des choses après. Alors ensuite, alors je prends tout à fait le petit scud de Clémence sur il suffit pas de faire des POC sur un territoire pour que ça marche. On est bien d'accord. Ça fait 2 ans que je travaille au commissariat d'une des maisons POC sur la ville collaborative, que je rencontre tous ces POC qui sont à la fois, je les trouve très positifs. Je trouve cette démarche globale très positive. Bien entendu, elle n'est pas là pour remplacer la démocratie. Elle s'inscrit un petit peu dans celle de John Dewey que j'évoquais, c'est-à-dire, par exemple, une bonne nouvelle que je peux, moi, remonter des 120 POC que nous exposons en ce moment, tant bien que mal, en faisant cache-cache avec... Je ne crois pas que POC... Pardon François, je ne crois pas que POC ait été déplié. Oui, tout à fait. Alors POC, c'est l'acronyme anglais de Proof of Concept. C'est un moment topique où on fait la preuve du concept, c'est-à-dire grosso modo au moment où l'idée que l'on a eue se confronte à la réalité. Et le design en fait, et en général le projet en général en fait un moment particulier avec des techniques particulières pour bien entendu essayer de confronter l'idée à moindre frais à la réalité pour voir si c'est une bonne idée, qu'elle a du potentiel, qu'elle peut être améliorée, ou si c'est franchement une mauvaise idée qu'il faut le. Alors donc toute la candidature de Lille Capitale Mondiale du Design a été basée sur le fait de demander à des pouvoirs publics locaux, des entreprises, des citoyens, des collectifs, etc., d'amener des projets qui utilisaient un peu cette approche et qui étaient au moment où on faisait ce moment un peu intéressant de la preuve de concept où on le confronte à l'usager. Alors, je ne sais pas si le design aura percolé à travers cette année fortement perturbée par le Covid, mais je pense que la quasi-totalité des projets que nous hébergeons dans la maison ville collaborative ont, à l'unisson, ont compris qu'on ne fait pas un projet tout seul, on le fait avec les autres, on le fait de manière collective, on accorde les parties prenantes. Alors, je vais faire une deuxième petite page de publicité gratuite. Le catalogue de cette ville collaborative est un peu l'analyse de tous ces points d'acupuncture que sont ces projets sur le territoire. Et ces 120 projets, on a dégagé une quinzaine de tendances de la ville collaborative, de la manière dont la ville se met en collaboration. Alors, encore une fois, Clément, je suis bien d'accord, ça ne remplace pas les questions de démocratie, mais quand on a autour de ces questions de démocratie un terrain fertile, parce que
à tous les niveaux de la vie quotidienne, de la manière de faire des projets, de la manière de faire société, on a des formes de collaboration qui émergent, un terrain plus confortable de collaboration. Je pense que c'est intéressant. Donc, je vous engage à vous plonger dans ce document. Il existe en français et en anglais sur le site de la ville collaborative, dans lequel il y a ces tendances, ces 15 tendances qui émergent du territoire. Enfin, dernier point sur le design spéculatif. Alors oui, tout à fait. Donc, il faut peut-être rappeler un petit peu ce que c'est que le design spéculatif. C'est de dire que le design n'est pas simplement là pour faire des projets et des services que l'on va mettre en œuvre, mais on va faire des projets et des services un peu comme peut-être la comparaison est un peu difficile, mais quand vous avez peut-être l'habitude de voir qu'est-ce que c'est qu'un concept car. Un concept car, c'est ce que une marque de voiture met au débat. De manière pas forcément avec l'idée de le produire un jour. C'est parfois une voiture qui est effectivement produite et qui est là simplement pour faire discuter, pour faire réagir le marché. Donc le design spéculatif est un design qui crée des objets, des services, des produits, des choses comme ça, qui les simule, qui les montre, comme c'est bien faire le designer, comme s'ils étaient là, comme s'ils étaient vrais, mais sans les produire, sans les mettre en commerce, et donc d'en faire des objets de discussion. Alors là, bien entendu, je suis tout à fait d'accord avec Clémence. Ça permet, alors, vous donner un exemple, avec le CGDD, le CNFPT, on avait travaillé à redesigner un certain nombre de figures publiques, comme par exemple, qu'est-ce que serait le nouveau préfet mobile dans le futur, qu'est-ce que c'est. Donc, c'est aller construire des espèces de visions un peu provocatrices, de manière à mettre la réalité en projet et la faire réagir. Je suis loin d'avoir répondu à toutes les questions, mais la liste de sources était longue. Alors, il y a 4 questions, je crois, des participants. Clémence, Vanessa, Françoise, je vous demande de les noter et puis vous répondez à celles que vous voulez. Est-ce que la promesse de la démocratie participative est le seul horizon de citoyenneté ? Que peut-on retirer en matière de citoyenneté, d'exercice de la citoyenneté dans les exemples tels que Notre-Dame-des-Landes, Europa City et autres ZAD ? Est-ce que la démocratie représentative va disparaître ? Et il y avait une question après votre intervention, Vanessa, sur comment est-ce qu'on réussit à mettre des moyens, y compris peut-être financiers, permettant aux gens de dégager de la participation. Une question sur est-ce que ça revient pas à créer une forme de biais, puisque étant rémunéré par une institution, on va forcément avoir tendance à aller dans le sens de cette institution. Voilà, peut-être plus généralement la question de l'argent et de la citoyenneté qui est assez vaste. Donc peut-être en 5 minutes, 5-6 minutes chacun maximum, choisissez les questions auxquelles vous avez envie de répondre. Vanessa ? Peut-être sur cette question financière et puis sur la représentation. Alors sur la question financière, peut-être juste comme ça, moi il me semble que ça serait plutôt une manière de reprendre la question du revenu universel en réalité, cette question-là. Et qu'au fond, on pourrait imaginer un espèce de revenu de participation qui serait donc un peu, accordé de manière systématique dès lors qu'on participe. Dès lors qu'on participe, effectivement, vraiment. Donc, il n'y a pas le fait de se conformer aux conclusions qui sont demandées. Voilà. Donc, voilà, j'indique ça rapidement. On ne va pas refaire le débat sur le revenu universel. Voilà. Et l'autre point sur la démocratie participative, moi, je pense vraiment que la démocratie représentative reste extrêmement importante et j'espère qu'elle ne va pas disparaître parce que sinon, il serait plutôt à craindre, à mon avis, des formes de tyrannie démocratique, faussement démocratique. Donc, je pense que tout ça, c'est complémentaire de la représentation et absolument pas, ça ne se substitue pas, mais c'est justement d'où l'intérêt de se situer sur des terrains qui ne sont pas forcément en concurrence, mais qui sont autres, en fait, qui sont à un autre niveau. François, on laisse le mot de la fin à Clémence.
Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai envie Alors, je suis tout à fait d'accord avec Vanessa sur cette complémentarité et j'insiste sur la difficulté que l'on a souvent à penser à des scénarios complémentaires plutôt qu'à des scénarios exclusifs, à enrichir la complexité des dispositifs plutôt que essayer de les opposer. On aime bien dans nos pays discuter et savoir qui a raison là-dessus. L'autre élément, je trouve que pour m'être trouvé dans beaucoup de situations, dans des recherches-actions sur ces questions de participation, à être moi rémunéré, même si c'était tard le soir ou le week-end, face à des citoyens qui apportaient du travail et qui, eux, n'avaient absolument aucune forme de rémunération. Alors je pense que on a aussi un réflexe de romantisme de l'idéal de la participation aussi en France, dans lequel, pour qu'elle soit pure, cette participation, il faut qu'elle soit vraiment complètement volontaire. Bah, écoutez, là, franchement, d'une part, on obtient souvent une piètre qualité de la participation, c'est-à-dire qu'on se contente d'avoir 3 retraités dans une réunion citoyenne qui décide, même dans des villes comme Agen, qui est un des leaders actuellement d'un projet Urbact sur Active Citizen, dans lequel les conseils de quartier sont quand même des rassemblements de têtes grises. Ela pode pôr na justiça. Et alors, ici, je trouve que vraiment, il y a comment dirais-je, il faut trouver un petit équilibre, c'est-à-dire que quand vous avez le secteur privé qui fait des groupes de discussion, eh bien, on dédommage les gens pour le temps passé. C'est pas pour ça qu'ils deviennent des professionnels à la solde de. Et ça me paraît tout à fait équilibré. Dernier point sur les ZAD et sur les tiers-lieux, sur lesquels je n'étais pas revenu tout à l'heure. Je pense que vraiment, comment dirais-je, dans la droite ligne d'un article que Alain Damasio, l'auteur de science-fiction, a publié pendant le confinement, tous ces lieux sont des lieux d'expérimentation que l'on regarde pas peut-être suffisamment, qui sont des lieux d'expérimentation pour refaire société, dans lequel on expérimente, dit Damasio, des nouveaux modes de gouvernance à petite échelle, dans un tiers-lieu, dans un espace de coworking. Je n'entends pas ceux orientés business, mais ceux assez alternatifs, dans une ZAD, etc. Et on les regarde plus que dans comme des lieux de contestation alternatifs et pas comme dans des lieux d'expérimentation. Et je pense qu'il faut vraiment changer notre regard dessus. Ce sont des lieux d'inspiration, ce sont des cas inspirants pour la liste de courses qu'on m'avait proposée tout à l'heure. Merci François. Clémence ? Oui, alors sur argent et citoyenneté, je ne sais pas si vous avez tous lu les commentaires, mais Sylvain Mercier a posté un dispositif super intéressant, le compte engagement citoyen, dont j'avais jamais entendu parler, mais qui est un peu un dispositif comme ça, et ça m'a rappelé aussi le dispositif de la carte citoyenne à Paris, qui est un dispositif qui visait un peu aussi à fidéliser des citoyens qui s'engagent régulièrement et qui, en échange, reçoivent non pas de l'argent, mais des places pour voir le feu d'artifice, des échanges privilégiés avec des élus, des visites de la ville hors les murs, et puis tout un dispositif d'éducation citoyenne. Voilà, donc en tout cas il y a déjà des choses qui sont un peu expérimentées dans ce sens-là, et j'ajoute que le Centre de la participation citoyenne, lorsqu'il fait des ateliers participatifs avec des panels représentatifs, il rémunère effectivement les citoyens avec effectivement cette logique que c'est impossible de faire venir une mère de famille d'Angers et de la mobiliser pendant 3 jours à Paris si on ne dédommage pas. Donc c'est pas une rémunération, c'est un dédommagement, et effectivement vu comme ça, ça paraît assez logique, ne serait-ce que pour ne pas avoir que des Parisiens. Et sur la question est-ce que la démocratie participative est le seul axe de la citoyenneté, non, c'est assez culpabilisant. J'avoue que de ce point de vue-là, on a traité la question de la disserte très partiellement, parce qu'on est plutôt des praticiens, des créateurs de dispositifs participatifs.
mais on aurait pu. Il y a sûrement d'autres actes de la citoyenneté sur lesquels on pourrait innover. Je pense au dispositif de réserve civique sur lesquels on travaille à la DITP depuis le confinement. Parce qu'il y a eu beaucoup d'initiatives, engagez-vous, etc. Mais comment est-ce qu'on structure réellement ces désirs d'engagement dans un dispositif pérenne? Il y a la question aussi de l'éducation à la citoyenneté, pourquoi pas, et de la civilité, et qui rejoint un petit peu la question aussi de la gestion de l'espace public. Et le côté l'acteur public ne peut pas tout, donc quel est le rôle pour les citoyens dans la gestion des trottinettes, des mégots, etc. On est un peu plus loin de la citoyenneté, on est plus dans la civilité, mais il y a aussi quand même un questionnement plus fondamental sur ce que c'est que d'être un citoyen. Et enfin, il y a la question de qui. Et je pense que là aussi, sur le futur de la citoyenneté, on aurait pu aussi pousser la discussion sur un tout autre terrain et aussi de se dire, est-ce qu'on va ouvrir cette citoyenneté? Il y a eu la semaine dernière à l'Assemblée un débat sur le droit de vote à 16 ans. Vous imaginez à quel point ça pourrait changer les termes du débat démocratique de faire voter des gens de 16 ans. Est-ce que pourraient aussi participer à tous ces dispositifs participatifs des personnes sans papier voilà, donc je pense que effectivement, on aurait pu ouvrir la question de la citoyenneté beaucoup plus loin. C'est quelque chose qui a été un petit peu exploré par vraiment à travers son travail excellent sur l'identité numérique, par exemple. Transidentité, identité du futur, identification du futur, etc. C'est aussi un sujet très controversé de la façon dont on identifie les citoyens et les services aux citoyens. Merci pour cette page de publicité que je n'aurais offert moi-même. Est-ce qu'il reste des questions dans les différents participants? Est-ce que Léo voulait nous partager les réponses aux questions du Slido? Oui, tout à fait. Ça s'affiche à l'écran. Donc, pour la première question, demain, qu'est-ce qui vous ferait vous sentir citoyen? Donc, on a eu 3 réponses. Alors, je vous laisse peut-être Romain les commenter ou voir si. Alors, je ne les ai pas vus encore, donc. Ok. Allez, prenez le temps de les lire toutes et puis réagissez en fonction. Une fois que voilà, ce sera passé, je passerai aux 2 autres questions. On retrouve d'ailleurs le sujet de l'identité physique numérique dont vient de parler Clémence, la question du temps dont a parlé Vanessa et la question de l'administration, c'est-à-dire comment est-ce que la citoyenneté n'est pas qu'une question d'institution politique, mais aussi une question d'administration. C'est assez cohérent avec ce qu'on s'est dit jusque-là. Je ne sais pas si François, Clémence, Vanessa, ça vous donne envie de réagir. Non, on va passer à la suivante. Super. Alors, la seconde question, qui était quand avez-vous eu l'impression d'exercer votre citoyenneté pour la dernière fois? Pouvez-vous nous raconter brièvement cette expérience? Donc, nous avons 3 réponses. Je vous laisse également vous saisir de cette question et des réponses. C'est intéressant parce qu'elles sont toutes les 3 sur des plans très différents de la citoyenneté. Du coup. Je vais peut-être juste dire une chose, parce qu'effectivement, quand on avait organisé ce débat, on était quand même plus sur une approche de démocratie participative, et voilà. Et ce que disait Clément, c'est très juste. Alors, on a traité qu'une partie de la citoyenneté, évidemment, avec le drame qui s'est produit juste avant notre débat. Je vois que voilà, c'est une des interventions. Évidemment qu'il y a bien d'autres choses dans la citoyenneté, des choses classiques, à commencer par ce qui finalement serait de l'ordre du monde commun, du cadre commun. On en revient quand même à la question du cadre, qui reste un enjeu pour faire société, quoi, et qui doit exister, qui doit être respecté et porté, qui sont les valeurs républicaines, etc. Donc, c'était pas l'objet, je crois, du débat d'aujourd'hui, mais oui, ça reste central dans la citoyenneté, bien sûr. Merci. Est-ce qu'il y en a une troisième, Léo, ou pas? Oui, tout à fait. Alors, pour la troisième question, c'était celle-ci. Avez-vous déjà participé à une démarche de démocratie participative? Et si oui, sous quelle forme? Alors, les réponses sont assez denses, donc je vous laisse le temps de les lire et on descendra parce que voilà, il y a eu 3 belles réponses. Pour résumer la première, peut-être quelqu'un qui a été membre d'un conseil participatif et qui parle des obstacles à surmonter pour être membre d'un conseil participatif d'une ville, Grenoble en l'occurrence, la question du temps, la question de la timidité,
Sans doute la question des compétences ou de l'impression d'avoir besoin d'avoir des compétences. Donc, intéressant. La seconde de quelqu'un qui s'investit beaucoup, manifestement. Ouais, là encore, la question du temps de ces processus-là, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé. On a parlé du temps que chacun peut dégager pour consacrer à ces temps-là, mais on n'a pas parlé de la temporalité de ces exercices de citoyenneté qui dépassent souvent la réunion une soirée dans une salle des fêtes, qui effectivement. Et puis le BP de la ville de Lille. Ben, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Grand merci à Vanessa, Clémence et François. J'ai été très intéressé par cette discussion. Je pense même que j'en ferai un article, et puis y compris peut-être en essayant de creuser un peu ce que tu ouvres à la fin, Clémence, en vous rappelant, donc un article qui peut-être sur autrement.com. Et je laisse la parole à Chloé qui doit nous partager, parce que la semaine n'est pas terminée, les prochaines échéances, je crois. Un grand merci à tout le monde d'avoir été là. Merci.